Si le monde entier la connaît, l'évoque aujourd'hui parfois avec ironie, mépris ou indifférence. Qui, en revanche, connaît sa véritable histoire? Qui sait qu'elle incarna ici un idéal de société et la promesse d'un monde meilleur? Qui se souvient même qu'elle connut l'exil, la misère et la guerre? Qui s'est penché un jour sur le destin hors norme de cette perle de plastique entraînée malgré elle dans la folie du monde? Oui, qui? Car qui peut seulement imaginer qu'une sandale de rien du tout, qu'une sandalette puisse laisser si grande empreinte sur la petite terre des hommes? Ces chaussures font partie de toutes nos histoires. On a hérité des chaussures de plastique quand nos pères, nos grands-pères sont partis. L'avoir entre les mains donne beaucoup d'émotions. Ça fait partie de nous. Dans le plastique, comme on l'appelle au Sénégal. C'est notre patrimoine. Qui pour redonner à la sandale en plastique la place qu'elle mérite au panthéon des chaussures de l'humanité? Son histoire commence à l'après-guerre, au beau milieu d'un petit pays d'Europe occidentale appelé France. En Auvergne exactement, dans le lointain village des Sarrets, à côté de Thiers. Chez les Dauphins, comme partout, on fabrique des couteaux. On respire couteau, on vit couteau. Le jeune Jean Dauphin, ici à gauche, est de ceux-là. À 14 ans, j'ai commencé la fabrication du couteau de table à mon compte. En 1932, j'étais le plus fort producteur de couteaux de table de l'arrondissement de Thiers. Nous sommes donc dans la France d'après-guerre, celle d'avant le micro-ondes et la télévision, d'avant même le stylo bic et la poêle Tefal, bien avant le GPS ou Candy Crush Saga. À cette époque, si les manches des couteaux sont encore en bois, on y injecte depuis peu des matériaux synthétiques. Ça coûte moins cher et ça prend moins de temps. Un soir d'hiver, le fournisseur des Dauphins frappe à la porte de l'atelier familial. Il a une toute nouvelle matière d'injection à proposer. Le PVC, thermoplastique gélatineux issu du pétrole. N'obéissant qu'à sa fougue volcanique, Jean se lance dans l'aventure. Saint-Gobain, à ce moment-là, a trouvé le chlorure de polyvinyle. Et il m'a dit, Monsieur Dauphin, on pourrait vous en donner un peu de cette matière si vous pouviez l'employer. Ses premiers essais sont un fiasco. Les manches des couteaux sont mous comme du chewing-gum. Jean Dauphin ne sait pas quoi faire du stock de PVC restant. Alors, j'ai essayé cette matière, je ne savais pas trop quoi en faire. J'ai dit, je m'avais fait des cuirs à sabot.
Des cuirs à sabots. Comprenez remplacer les lanières des sabots d'antan par des attaches en polyvinyle. L'essai est concluant, mais les marges restent faibles, trop faibles. Jean s'interroge. Pourquoi ne pas simplement garder la semelle en bois et réaliser le dessus en plastique, fixé à l'aide de rivets, libérant ainsi le pied auvergnat de ses peines et lui offrant l'espoir d'une grâce nouvelle. Et en place pour la bourrée d'Auvergne. Jean Dauphin se remet à l'ouvrage et c'est bientôt l'intégralité de la chaussure qui se retrouve sertie du PVC dernier cri. Embarrassé autant qu'exalté, Jean contemple sa créature. Par accident, la première sandale en plastique au monde est née. La même année que le Tupperware et le bikini. Son destin sera tout autre. C'est toujours nécessaire. Et qu'est-ce que vous pensez des matières plastiques? Ah, le plastique, eh bien, j'avais été très frappé par l'aspect magique. Je me rappelle avoir vu une exposition de plastique où il y avait un grand appareil tubulaire très compliqué. À un bout, on enfournait des sortes de matériaux, de minéraux verdâtres et rosâtres, et en une seconde, à l'autre bout, sortait un cendrier étouffé, n'est-ce pas, comme si on se trouvait devant une transformation magique, oui. Presque une opération de sorcellerie sur la matière. Vous ne pensez pas aussi que ce qui caractérise la puissance magique du plastique, c'est qu'il ment et que son aspect extérieur ne ressemble pas du tout à ce qu'il est à l'intérieur? Moi, j'ai souvent été frappé par un objet en plastique cassé, par exemple. Ça ressemble à... D'ailleurs, c'est pour ça que ça fait des jouets très peu poétiques. Dans cette France en reconstruction, notre sandalette peine à trouver sa place. Une chaussure en plastique. Pourquoi faire? Cette matière plastique était considérée comme une sorte d'ersatz issu de la guerre, et par conséquent, il y avait un préjugé défavorable au matériau lui-même. On la moque, on la blâme. Bête de foire, un peu difforme, on l'aperçoit chez les forains et les marchands ambulants. Elle se vend mal, sous le manteau la plupart du temps, afin de ne pas heurter la population autochtone d'alors, peu ouverte à de nouvelles expériences. La France d'alors n'était pas prête. Un beau jour d'avril, par un temps sec et ensoleillé, porteur de 1000 promesses. Une mystérieuse commerçante des colonies vient en vacances dans son Auvergne natale. L'existence de la sandalette parvient à ses oreilles et très vite, elle pressent qu'elle pourrait en tirer profit. Une rencontre avec Jean Dauphin a lieu, dans le plus grand secret. La femme lui propose alors d'exporter sa sandalette en Afrique, où les chaussures en cuir souffraient beaucoup des fortes chaleurs et des pluies tropicales. Dans un premier temps, Jean est sceptique. Pour un Européen moyen des années 40, l'Afrique est un marché lointain et dangereux. Mais il finit par accepter. À vrai dire, il n'a pas tellement le choix, car ici, de sa petite dernière, personne n'en veut. C'est ça, c'est une dame auvergnate, d'origine auvergnate,
qui avait donc ce magasin à Dakar et qui, venu en France, a donc découvert nos articles et s'est enthousiasmé pour cela. Sans un au revoir, il l'expédie dans les colonies. L'histoire est en marche. Empruntant les voies maritimes, en fond de cale, parmi les produits de peu et à contre-courant des matières premières d'exception, notre jeune ami arrive à Dakar, alors capitale de l'Afrique occidentale. Le territoire est occupé par la France depuis plus de 300 ans. Le travail forcé vient tout juste d'être aboli, mais la ségrégation entre colons et Sénégalais demeure. Lorsque le premier stock de sandalettes arrive au Sénégal, la commerçante s'adresse naturellement aux colons du coin, en grande partie des prêtres blancs et des notables locaux en bottillons et chaussettes montantes. La première confrontation avec la civilisation coloniale française est rude. On ne change pas de vieilles habitudes, dans les colonies comme partout. Et de toute façon, elle s'assortit très mal avec le casque. Des villas somptueuses, 3 ou 4 voitures dans les garages. La minorité blanche, elle, vivait dans un autre monde. Une vie de rêve, comme en témoignait une dame de la société blanche. Oui, certainement, très agréable. Le climat, je suppose. Et puis la vie est plus facile qu'en Europe parce que nous avons la domesticité. La maîtresse de maison a presque toujours de l'aide. On peut dire toujours de l'aide. Ce n'est pas toujours de l'aide excellente, mais enfin, elle a toujours de l'aide. Qui voudra d'elle? Regardons-la encore. N'y a-t-il rien à en tirer? Supposons maintenant que nous sommes en pleine saison des pluies. Notre sandale en plastique, contrairement à la chaussure en cuir, résiste à l'humidité. Contrairement à la botte en caoutchouc, elle est naturellement ventilée. Et contrairement à l'affreuse et détestable tongue, elle maintient le pied en toutes circonstances. En somme, une chaussure protectrice, adaptée à toutes les intempéries de la vie. Ce jeune homme à droite, aux sandales étincelantes, a compris cela. À l'internat, il y avait donc une paire de chaussures qui primait sur toutes les autres paires de chaussures parce que c'était tellement pratique, léger et facile à entretenir. On n'a pas besoin de cirer, non. C'était donc des chaussures plastiques. La dame, c'est ma maman, avec mon cousin. C'est ma maman, mais bien avant ma naissance. Je crois que je suis né 17 ans après cette photo. Ils sont issus de l'aristocratie, de par leur père. À cette époque, il fallait être des nantis pour s'habiller comme ça. Il est vrai qu'à l'époque, peu de Sénégalais gagnent un revenu suffisant pour porter des chaussures importées et manufacturées. Seule une certaine classe de genre masculin a ce privilège. Celui qui porte ça, c'est pas n'importe qui. Même, vous n'avez pas vu notre directeur, mais il portait des chaussures de plastique. Mais avec la photo, vous ne pouvez pas le voir. Mais nous sommes qui étaient des gens vraiment un peu aisés, on portait des chaussures de plastique. Mais il y avait les autres qui sont les plus nus qu'on sort. Moi, je n'ai pas porté ça parce que ce n'est pas mon niveau. Je ne pouvais pas gagner l'argent pour payer cette chaussure-là à son temps. Je ne paie pas. Ce sont des riches.
Aristocrates, grands commerçants, élites rurales et étudiants se pressent dans les studios de photographie pour y voir briller leurs sandales fraîchement acquises. Quand il y a la Tabaski, la Korité, les fêtes religieuses chez nous, on achetait des plastiques, on était beaux, endimanchés, et on était fiers. On faisait partie quand même des élus du quartier, des jeunes du quartier, on était fiers. Ces paires de chaussures avaient tellement de prix à nos yeux qu'on n'osait pas les utiliser pour faire du sport. On l'utilisait juste pour aller en classe ou alors pour nos sorties samedi après-midi jusqu'au dimanche où chacun allait à son lieu d'adoration. D'orpheline disgracieuse, la sandalette devient l'idole des jeunes, élite noire de demain. La promesse d'une vie meilleure n'était donc pas qu'une promesse. Le bonheur était ici, dans les colonies. Allons, entre nous, vous n'y croyez pas. À peine accoutumée à ce bonheur fragile, qu'autour d'elle se resserrent déjà les griffes rapaces de marchands sans scrupules. Car le succès attire la convoitise. Et les exploits de notre jeune ami n'allaient pas tarder à arriver aux oreilles du puissant magnat de l'article chaussant, Thomas Bata Jr., l'héritier des entreprises Bata, père et fils. À l'heure où l'indépendance pointe son doigt de pied, la sandalette s'apprête à rentrer dans la tourmente. Implanté un peu partout sur la surface du globe, Bata est à l'époque le plus grand producteur et distributeur de chaussures au monde. Depuis les années 30, la multinationale chose de nombreuses colonies africaines pour le bonheur des petits et des grands colons. Bata, c'est le rêve du fonctionnaire averti. La garantie d'un produit standardisé à prix attractif et d'origine contrôlée. Bata, c'est la simplicité et l'élégance, le confort et la modernité, sans jamais renier la tradition. C'est tout ça, Bata. Et même mieux, c'est la civilisation faite chaussure. Telle est la quête de Thomas Bata Jr., mettre le monde à ses pieds. L'expansion se poursuit sans relâche, soit par la création de nouvelles sociétés et usines, soit par le développement de celles qui existent déjà. Pour ce qui est des nouvelles sociétés, notons qu'au cours de ces dernières 3 années, plusieurs entreprises ont été construites aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe et dans les nouveaux pays de l'Afrique qui sont en pleine évolution. Car le vent tourne dans les colonies. Bata Junior le pressent. Le concept d'indépendance gagne peu à peu du terrain. Si cela venait à se concrétiser, l'essentiel de sa clientèle blanche risquerait de partir en fumée. Comment ça marche le commerce maintenant? Le commerce est ralenti. Mais ralenti pourquoi? Ralenti, c'est-à-dire que tout ce qui est conserve et tout ce qui est article un peu spécial européen n'est pas encore bien à la portée de l'Africain. Et justement, cette clientèle européenne nous fait défaut. Thomas Junior est songeur. Comment transformer cette tragédie en opportunité?
Après tout, les indépendances pourraient lui ouvrir un gigantesque marché de nouveaux consommateurs. Une toute nouvelle clientèle noire à portée de main. Il doit donc penser local. Pour cela, il ne suffit pas de changer la couleur de peau sur les affiches. Non, il doit proposer un produit innovant et adapté au continent. Une chaussure pratique et fédératrice, le tout fabriqué à moindre coût. C'est un manager en poste à Dakar qui propose la solution. Mais quoi? Mais qui? Vous avez deviné, bien sûr, une sandale en plastique. Notre sandalette, qui n'allait pas tarder à devenir le frêle instrument au service des folles ambitions Bata. À ces fins, il faut la copier. Purement et simplement. L'observer. Contourner son brevet pour la reproduire à l'infini. Une armée de chimistes et d'ingénieurs se lance dans la bataille. Et quelques mois plus tard, alléluia. Ils mettent au point une nouvelle machine automatisée, l'unité IPAC, capable de produire et de reproduire la sandale en un seul bloc. Semelles et lanières comprises. Oui, vous avez bien entendu, un moule à sandalette. La chaussure, elle est composée à 90% de PVC, c'est-à-dire de plastique. 90%. Maintenant, cette matière, elle est chauffée à des températures de 180 degrés. Et ça vient maintenant. Nous avons ça, c'est le moule. Le moule n'est rien d'autre que la représentation du pied. Le moule, c'est une représentation du pied où cette matière qui s'est liquidifiée entre en fusion dans un trou, dans un canal, et pour prendre maintenant tous les contours du pied et passer là où le pied est imprimé, et c'est ça qui vous donne ça, au finish, au final. Bata lance une campagne publicitaire d'envergure. Franco, superstar de la rumba congolaise, devient ambassadeur de la marque et chante « Pas un pas sans Bata ». Dans tous les marchés d'Afrique de l'Ouest, on ne parle que d'elle. Sandak, pieds nus, Samson, chacun y va de son sobriquet. Si légère, si peu chère, elle fait le bonheur des familles de classe moyenne. Le modèle de Jean Dauphin, plus coûteux et archaïque, ne fait pas le poids et perd peu à peu son monopole. Ces chaussures, comme on appelle pieds nus là, faisaient partie de ce qu'on appelait les produits de consommation courante en Côte d'Ivoire. Dire à l'époque, mettre même ce qu'on appelait pieds nus à l'époque, c'était déjà, je ne dirais pas signe de richesse, mais signe d'aisance des parents déjà. C'était des parents qui avaient déjà un petit pouvoir d'achat. Le Samson, c'est le plastique qui plaisait à tout le monde. Vraiment, le Samson, c'est un produit qui marchait très fort. Il marchait très fort. Moi, personnellement, j'en ai vendu. J'en ai vendu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là où je vais, je vends des Samsung. Là où je vais, je vends du plastique. Parce que les Samsung étaient à la mode. Tout le monde achetait le Samsung. On les mettait pour des raisons très pratiques aussi. Déjà, c'était pas cher. C'était commercialisé par la grande firme Bata. Au maximum, mes parents m'ont payé 2 paires de chaussures par an. Maximum. Parce que c'est des chaussures qui résistaient et qui pouvaient aller avec toutes les tenues. Et on les mettait surtout pendant la période des pluies. On portait ça avec des tenues occidentales, comme avec des tenues traditionnelles africaines. C'était vraiment la chaussure, je dirais, tout terrain de l'enfant qui allait à l'école primaire. C'était pratique puisque nous n'avons pas besoin de les enlever.
C'est-à-dire que lorsque vous venez de l'école ou alors vous rentrez dans la boue, ce qui était intéressant, c'est que vous n'avez qu'à rentrer sur un jeu d'eau ou alors dans une flaque d'eau, vous secouez les pieds là-dedans, vous remuez les pieds et puis toute la merde descendait. Et puis après, vous avez des pieds qui étaient propres et là, vous pouvez rentrer à la maison. Moi, j'aimais beaucoup les Samsons. Je prenais un Samson, je reniflais. Ça sentait bon. Ça ne sentait pas du caoutchouc, mais ça sentait bon. Je pense que les gens se jugeaient par rapport à s'il est cassé ou pas, s'il est réparé, soudé, comme on l'appelle, ou pas. Mais sinon, le plastique, tu pouvais le mettre et sans aucun jugement négatif. À l'époque, on ne parlait pas de mode. Hein. Les adultes, les enfants, tout le monde portait. Les femmes... elles ne portaient pas tellement ça, elles portaient plutôt des sandales, de vraies sandales. Les ventes d'école, les compteurs s'affolent. La sandalette nouvelle génération devient incontournable. En Côte d'Ivoire, on exportait. Au Burkina aussi, on exportait. Même au Centre-Afrique, on exportait. Dans la sous-région, vraiment, on exportait les plastiques et ça marchait très fort, très fort, très fort. La ville la plus reculée, ou bien le village le plus reculé, tu trouveras des Samsons là-bas. Dans l'Ubata, il disait la chaussure de Bata. Tout le monde voulait porter la chaussure Bata. Le Samson, c'est un produit qui a fait la fierté de la société. Symbole de réussite sociale et de progrès, la sandale en plastique s'impose rapidement comme la chaussure des nouveaux consommateurs africains, comme la discrète mais glorieuse ambassadrice d'un African way of life balbutiant. Pour faire face à la demande et réduire les frais d'importation, Thomas Bata Jr. fait installer des unités IPAC aux 4 coins du continent. Il fallait voir l'IPAC cracher les Samsons. Il fallait voir ça. C'était beau à voir. La machine peut tourner pendant 24 heures. Elle peut cracher au moins 10 000 paires, 20 000 paires de chaussures. En 5 secondes, tu as une paire de chaussures. C'était une bonne rotation. Que j'admirais beaucoup, je regardais la machine tourner. Ça. Quand vous entendez tss, il y a une paire qui est sortie. Il y a une paire qui est sortie. Tss, en quelques secondes, en 5 secondes, je vous dis, en 5 secondes, la machine crachait. C'était une machine qui était formidable.
Moi, je regrette aujourd'hui cette machine-là. Je ne l'entends plus, je ne la vois plus. Je regrette ça vraiment. Sur la base du succès de la sandale en Afrique, Bata commence à la vendre dans le reste du monde. Mexique, Pakistan, Irak, Brésil, Jamaïque, Liban, Arabie Saoudite. Jaune, rouge, bleu, la sandale colore le monde et les attentes d'un public moderne et hétéroclite. D'inquiétants émissaires sont envoyés prêcher la sandale auprès des clients de demain. Pendant ce temps, en d'autres latitudes, l'Europe succombe à son tour à la frénésie. À la grande surprise de Thomas Bata Jr. lui-même, comme il l'écrira plus tard dans ses mémoires. Ces chaussures conçues à l'origine pour les Africains pieds nus se sont révélées populaires auprès des clients plus sophistiqués. Même les Français tellement soucieux de la mode et qui n'auraient jamais considéré porter des choses aussi primitives ont finalement décidé de porter des chaussures en plastique. Qui l'aurait cru? Qui aurait cru qu'au pays du bon goût et du raffinement, la sandale en plastique reviendrait? Sur les plages de France, c'est l'amour fou. La sandale profite des plaisirs de la modernité et des congés payés. Notre vedette va et vient, lanière au vent, telle une Brigitte Bardot de polymère. Mais l'idylle tourne court. Une fois les vacances finies, on lui reproche son manque de style et son inconfort. Les enfants l'accusent des pires maux. Comme la cagoule en hiver, elle devient l'ami gênant. Est-ce que là-dedans, vous pouvez trouver un déchet qui a été jeté par quelqu'un qui est venu se promener sur la plage? Ah, super. Inutile, 10 mois par an, ringarde, voire polluante, le désamour s'installe. Et lentement, la sandale en plastique se noie dans un océan de mépris et d'indifférence. L'incompréhension aura été totale. Le français ordinaire, fragile, trébuchant, mal adapté à la sandale en plastique, ne sera pas parvenu à saisir la chance qui lui était offerte de rentrer dans l'histoire. En Afrique aussi, les choses changent. Notre pantoufle de verre comprend qu'elle n'est plus la bienvenue partout. Les classes moyennes commencent à lui tourner le dos. Il y a eu un moment où on a dévalorisé les plastiques. Et les Peuls ont une petite histoire qu'ils ont adaptée. Peut-être comme ça, ils disaient
ces chaussures en plastique sont venues au monde comme on tire du paquet une cigarette et on l'allume. Il voit ses espoirs fumer, qui devient spirale, hélice, boucle dans toute l'Afrique, plus rien. Il grandit comme les cendres de la cigarette, aussi docile, inoffensif. Et on l'écrase. Quand le monde prend feu, c'est la sandale qui brûle. À partir des années 70, les crises pétrolières se succèdent. La foi en une croissance infinie vacille. L'économie s'effondre et de nouveaux acteurs s'engouffrent dans la brèche du low cost. Il est certain que l'industrie de la chaussure en France a été touchée par la crise de 1976 et par la compétitivité de nos concurrents italiens et des fabrications qui viennent d'Extrême-Orient. Les machines à injection plastique se démocratisent. La sandalette est désormais à la portée de n'importe qui. On l'aperçoit ici et là, aux pieds des travailleurs et des paysans. Dans un rapport très confidentiel, Bata observe que des producteurs locaux commencent à fabriquer eux-mêmes des sandales en plastique. Il note aussi avec effroi que les gens commencent à considérer les sandales comme les chaussures des pauvres. C'est qu'il y a une différence de classe sociale aussi. C'est devenu la chaussure même des pauvres maintenant. Parce que tous ceux qui ont les moyens, ils ont des chaussures fermées, en cuir, tout ça. Bon, mais ça reste la chaussure des pauvres. C'en est trop pour Bata. La concurrence et l'image négative de la sandale en plastique lui font du tort. Et Bata n'est pas du genre sentimental. Aussi rapidement qu'il l'a recueillie, il l'abandonne à son sort. Le conte de fées est fini. Il ne le sait pas encore, mais Bata ne s'en remettra jamais. La sandale en plastique allait-elle disparaître à jamais ? Peut-être pas. La sandale est dorénavant produite de manière locale pour le marché local, dans les endroits les plus hostiles. C'est dans ces conditions les plus précaires, pourtant, que notre brave ami allait révéler toute sa valeur. ኣብ ሰማንያታት ኣቦይን ሜዳ ወሪዱ ክሪኦ ከለኹ ዝኾነ ሽዳ ይዝክሮ እየ ይዝክሮ ናይ ጅግንነት ናይ ኣቦታትና ብዓብዪ ከላይ ኣቦይ ብሂወት ኣሎ La guerre fait rage ici, avec les grands moyens. Les MiG de l'aviation éthiopienne bombardent sans merci le territoire tenu par les maquisards nationalistes érythréens qui veulent l'indépendance.
Les combattants de la liberté érythréens sont démunis. Ils font face aux flambants soldats de l'armée éthiopienne et à l'aviation soviétique qui les pilonne. Reconnaissables à leur tenue dépareillée et à leur paire de sandales en plastique qu'ils portent faute de mieux, ils se retranchent par milliers dans les montagnes. Coupés de leur approvisionnement, les rebelles doivent se débrouiller par eux-mêmes et produire leurs propres sandales en plastique. Une machine à injection arrive d'Italie en pièces détachées et dans la foulée, une unité de production secrète est installée dans les souterrains. ካብ 1980 ሒዝና ግን ፋብሪካ ሽዳ ኣብ ኦሮታ ምስ ቆመት ግን ናይ ሽዳ ፋብሪካ ውፅኢት ኢና ንጥቀም ምክንያቱ ህዝባዊ ግንባር ነብስኻ ምኽኣል ሰልፍ ዲዛይንስ ስለ ዝኣምን እዛ ሽዳ ፋብሪካ እዚኣ ኣብ ሜዳ ገይርዋ Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il tombe des bombes du matin au soir, la fabrique clandestine fonctionne à plein régime et libère en chaîne des milliers de sandales engourdies. Poussée dans ses derniers retranchements, notre valeureuse sandalette s'illustre par sa capacité à être produite et transformée dans les situations les plus extrêmes. ንፅላኢና ኩሉ ግዜ ደድሕሪና ስለ ዝመፅእ ኣንፈቱ ከነስሕቶ ከዓ ነዚ ሽዳ እዚ እንታይ ኢና ንገብሮ ካብዚ ንቆርፆ ሞ ሽዑኡ ንኸምዚ ነላግቦ ሕጂ ኣነ ንሰሜን እየ ዝኸይ ዘለኹ እቲ ኣሰር እዚ ግን ንሳውዝ እዩ ዘርእዮን ፀላኢ Après 30 ans de guerre, les Érythréens gagnent leur indépendance. Les combattants de la liberté, héros de tout un peuple, sont célébrés. La sandale en plastique, camarade de lutte des premières heures, devient l'emblème de leur sacrifice et de leur abnégation. ኣብ ግዜ ቃልሲ ዝተሰውአ ተጋዳላይ ጥራሕ ኣይኮነን ዝቕበር ነይሩ ሽዳ እውን ግቡእ ስርሑ ሰሪሑ ሽዳ እውን ልክዕ ከምቲ ብፃይና ብክብሪ ከዓ ይቕበር ነይሩ ስለዚ ብከምታት ልማንያ ቦይ ሕጂ ሓንቲ እግሪ ቆራፅ እያ ሓንቲ እግሪ ቆራፅ ዝኸውን ከላ ዋላ ግን ብናፅነት ተምፅኢሉ ሽዳ ገይሩ እዩ ታሪክ ዘለዎ እዩ ምስ ሂወተይ ዝተኣሳሰር እዩ ሽዳ ኣብ ምዕዋት ቃልስና ልዑል ኣበርክቶ እዩ ገይሩ ናይ ብሓቂ ኢና ንኽብሮ ስቲል ክሳብ ሕጂ እውን ሽዳ ንለብሶ ኢና ሽዳ ማለት ንዓና ሂወትና እዩ Pour le rôle primordial qu'elle aura joué dans la libération du pays, les Érythréens lui dédient poèmes, fresques murales et chansons émouvantes. ኣብ ኤርትራ ማ ፍሉይ ዝዝከር ማለት እዩ ኣብ ዓብዪ ድማ መስመር ኣሎ ዓብዪ ቢሮ ሽዳ ኣሎ ስታይ ኣርማ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ሰብ ሙሉእ ዝእቱ እዩ ቆንጎሲ ተሰሪሑ ዋላ ሰብ ኣብኡ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ On se représente toujours les chaussures aux pieds des hommes et jamais les hommes aux pieds des chaussures. Qui pourrait ne pas voir pourtant que le destin de l'homme est façonné par la semelle qu'il porte? Oui, qui? Et qui pourrait aujourd'hui empêcher de dérouler le tapis rouge à ce monument de la chaussure qu'est la sandale en plastique? እዚ ጫማ እዚ ታሪካዊ ጫማ እዩ ታሪክ ስለ ዘለዎ ድማ ግድነት ተኣሽሙ كل يدحر 34 ዓመት እውን ልዕሊ እውን ክፀንሕ ይኽእል ኣይርስዓኒ ክርሳዕ ኣይክእልኒ እውን እዚኡ Ironie du sort,
L'imposante statue n'aura pas fait long feu. Construite en métal et non en plastique, elle ne résista pas à la saison des pluies. Aujourd'hui, l'histoire s'est comme ralentie, mais le cœur de la sandalette bat toujours en Afrique. On la produit, on la répare, on la recycle. On l'accepte comme elle est. Dans sa simplicité et sa modestie. Je suis très fier de faire ça, de le faire au Sénégal, et fait par des Sénégalais, made in Sénégal, et où c'est marqué made in Sénégal. C'est toute une fierté. Et nous touchons du bois quand même. Ça marche. Ça marche pas trop bien, mais disons que ça marche. Qu'importe si elle a pratiquement disparu du reste du monde. La sandale en plastique a trouvé ici sa raison d'être et savoure son statut indémodable d'icône populaire. Zonda